Entre Washington, qui ressemble à un épisode de Succession écrit par un fan de catch, et un S&P 500 qui frôle les 7000 points comme si la gravité n'existait plus, on ne sait plus si on doit appeler un courtier ou un psychologue. Au menu aujourd'hui, l'obsession de Trump pour les cartes de crédit, et pour Jérôme Powell, Google qui pèse désormais plus lourd que le PIB de la moitié de l'Europe, et Sergio Hermoti qui fait du chantage affectif à la Confédération helvétique depuis Shanghai. Sans compter qu'on est en train de se rendre compte que la méthode Trump est plus proche de celle d'un vendeur de savonnettes que celle d'un mec qui bosse dans le concret de la réalité économique. On décortique tout de suite pourquoi le marché a décidé d'ignorer le bruit pour ne voir que les billets et le côté pas obscur de la force avec plein de paillettes dans les yeux. Je peux déjà vous dire que la méthode Trump jusqu'au midterm, ça sort pipeau et consort, mais pas grand chose de concret, si ce n'est virer les mollahs, racheter le Groenland et annexer Cuba. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 13 janvier 2026. Heureusement qu'on n'est pas vendredi. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, je crois qu'on a tous compris le concept. La méthode Trump, c'est le fusil mitrailleur dans tous les sens et avec un peu de chance, on va toucher une fois la cible quelque part. On inonde les médias de tweets, de déclarations lunaires et d'interviews à chaud et de punchlines sorties d'un chapeau pour occuper le terrain. L'objectif, nous faire croire qu'il est vraiment en train de retourner la table et make l'Amérique great again. Est-ce qu'il change vraiment les choses ou est-ce qu'il brasse juste de l'air chaud pour faire tourner les éoliennes? Franchement, j'en sais rien. Mais ce que je sais en revanche, c'est qu'en finance, on a développé un super pouvoir. On a appris à s'adapter. La première fois qu'il l'ouvre, on flippe, on panique, on vend tout, on achète des poutres et on veut partir élever des chèvres dans le Larzac ou des moutons dans le Cantal ou des tracteurs dans les rues de Paris. Et puis on réalise que 50% de ce qu'il débite, c'est du pipeau intégral, du vent, de la tchatch, du bruit et encore du bruit. Résultat, on ressort le bon vieux concept du buy the dip. Oui, messieurs, dames, le buy the dip est de retour. C'est toujours et encore la solution ultime des investisseurs de 2025. Il est toujours là. Ils sont un peu le renfermé, mais il fait le job dès que ça secoue la moindre. Hier matin, l'ambiance, c'était à la fin du monde. Les futurs étaient au fond de la cave et les traders en sueur s'attendaient déjà à voir le FBI débarquer en rappel à la Fed pour passer les menottes à Jérôme Powell en direct sur Fox News. On était à 2 doigts de l'apocalypse monétaire et puis on a commencé à réfléchir. Ce qui est pas fréquent, je le reconnais. Oui, non, je déconne quand je dis ça. Du coup, donc, on s'est dit, non mais attendez voir, cette attaque contre la Fed que Trump l'ait commandité ou pas, même s'il dément avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, en fait, ça change quoi à la fin? En fait, à la fin, ça change rien, nada, que dalle. C'est pas ce qui va forcer Powell à baisser les taux plus vite pour nous faire plaisir. Le temps que la justice se mette en branle et traîne Jay devant un tribunal, le mec sera déjà à la retraite en train de jouer au golf ou de pêcher quelque part. Remplacé par un des potes de Trump qui porte probablement une cravate trop longue et qui veut baisser les taux à la vitesse de la lumière. Du coup, le marché a fait ce qu'il fait de mieux dans ce genre de situation. Il a racheté tout ce qui lui passait sous la main. Et pendant que Wall Street balayait tout d'un revers de la main, les politiciens de Washington commencent, eux, à saturer sur le sujet. Ils sont épuisés de ce sketch de mauvaise foi qui dure depuis plus d'1 an. Certains législateurs menacent même, et des républicains, de se mettre en travers de la route pour les prochaines nominations prévues à la Fed au mois de mars. Oui, parce qu'entre nous, l'indépendance de la Fed, c'est un peu comme l'honnêteté en politique. On sait que c'est fragile, voire inexistant, mais si ça disparaît complètement, on risque quand même de mal le vivre. Une fois qu'on a eu fini de digérer la news Powell, une digestion un peu lourde façon cassoulet de la veille, on s'est dit que finalement, ce serait pas si facile de faire tomber Jérôme de son fauteuil et que Trump peut faire ce qu'il veut, brasser de l'air dans tous les sens. Il va quand même devoir attendre la fin officielle du mandat du mec qu'il a nommé lui-même il y a quelques années. Et là, les marchés sont repartis comme si de rien n'était. Pour vous donner une idée du niveau de bipolarité du Dow Jones, au plus bas de la séance, il se traînait à moins 1%. À la clôture, il finit en hausse de 0,17, au plus haut de tous les temps. Le S&P 500 nous a fait le même numéro de cirque. On passe de la dépression nerveuse à l'euphorie presque totale en l'espace de quelques heures. Je dis presque totale parce qu'on parle de reversal spectaculaire, mais à la fin, on est en hausse de 0,16%. On va pas non plus se rouler dans le champagne et trinquer avec du caviar. À moins que ce soit
l'inverse. Aujourd'hui, le dossier inculpation de Powell n'est pas classé, mais disons qu'il est géré par les traders comme une mauvaise rumeur dans un mauvais tabloïd. Ce qui est un peu un pléonasme. Mieux encore, ce harcèlement commence sérieusement à fatiguer tout le monde. La finance sature, la politique sature, et quand on gratte un petit peu le vernis des arguments de Donald Trump pour virer Jérôme Powell, on se rend compte que c'est pas juste tiré par les cheveux, mais c'est carrément de la science-fiction. Prenons deux exemples de ce grand délire. D'abord, vous avez Trump qui couine depuis des mois parce que Powell ne baisserait pas les taux assez vite. Il l'a même surnommé, on le sait tous, too late. C'est mignon, sauf que la réalité, c'est que si Powell n'avait pas sagement ignoré les tweets assassins en attendant que l'inflation arrête de faire du trampoline, les Américains ne paieraient plus leur café avec des billets de 10 $, ou des billets de 20 $ s'ils vont chez Starbucks. Non, ils le paieraient avec des brouettes de billets de 100 $ façon inflation en Amérique latine. Mais l'autre exemple, le meilleur, c'est l'argument mathématique de génie. Trump affirme depuis des mois qu'en passant les taux à 1%, on économiserait $1 milliard d'intérêt par jour. C'est audacieux, c'est vendeur, c'est commercial, c'est sexy, mais c'est surtout du tout grand n'importe quoi. Trump a l'air de croire que la dette américaine se renégocie chaque matin au petit déjeuner entre deux pancakes. En réalité, sur les 39 000 milliards de dettes, il n'y a qu'une petite bricole de 6 500 milliards qui est à court terme. Le reste, c'est coincé dans des obligations à 10 ans ou à 30 ans. Alors expliquer à un investisseur qui détient un bon du trésor à 30 ans que son taux va tomber à 1% demain matin parce que le président l'a dit sur le Truth Social, ça porte un nom. Ça s'appelle de la répression financière ou plus simplement du vol qualifié. Bref, Trump raconte n'importe quoi à n'importe qui pour faire tomber Powell et ça commence à se voir très sérieusement. Et comme si le dossier Powell ne suffisait pas, on a eu droit au deuxième coup d'éclat du week-end. Le président, oui, encore lui, a décidé de se transformer en Robin des Bois de la consommation. Son idée, vous la connaissez, caper les taux des cartes de crédit à 10%. Socialement, c'est magnifique. Culturellement, c'est intelligent. C'est d'une bonté qui ferait pleurer un Navy Seals. Mais par contre, ça n'a pas du tout fait marrer les usuriers qui gèrent ce business. Hier, c'était le bain de sang des émetteurs de cartes. Bright Financial a coulé de 11%, Synchrony de 8%, Capital One a trébuché de 6%, et même ce bon vieil American Express a lâché plus de 4%. L'onde de choc a même secoué les poids lourds de Wall Street. JP Morgan et Citi, entre autres, ont été entraînés dans la chute, et le timing est absolument savoureux parce que JP Morgan va ouvrir le bal des résultats ce mardi à midi, et suivi de Citigroup demain. Autant vous dire que les analystes vont passer un moment, disons, sportif. Trump veut donc aider le pouvoir d'achat, mais pour les banques, passer d'un taux à 25% à un plafond de 10, c'est comme demander à un restaurant étoilé de vendre son menu dégustation au prix d'un Happy Meal. Ça ne rentre pas dans la machine à calculer. Mais bon, entre la promesse choc et la réalité, il y a un canyon. Trump veut plafonner par décret, spoiler alerte. Ouais, je déteste dire spoiler alert, mais enfin bref. Mais spoiler alert, il n'a aucun pouvoir légal pour faire ça tout seul. Il lui faut un vote du Congrès, là où les lobbies bancaires vont faire barrage dans le genre équipe défensive de foot américain, où le plus petit pèse le poids d'un smirmorque. Sans compter les recours en justice pour ingérence. Si les banques ont plongé, c'est par peur d'une guérilla réglementaire, mais le recovery massif qui a suivi montre que le marché a vite compris le bluff. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on finit la séance au plus haut de tous les temps. Pas sur tous les titres, mais sur les indices. On commence donc sérieusement à se demander si tout ça n'est pas juste un immense écran de fumée pour occuper le terrain. Regardez bien ce que fait Trump aujourd'hui. Il n'a aucune stratégie pour le Venezuela, il n'a aucun pouvoir sur les dividendes des boîtes d'armement, il ne peut pas gonfler le budget de l'armée à 1500 milliards d'un claquement de doigts tout seul, il ne fait pas ce qu'il veut avec la Fed. Alors, il brasse de l'air. Un post sur les réseaux, puis un autre pour noyer le précédent. C'est beaucoup de bruit, beaucoup de vent, et à la fin, il ne reste rien de durable. À part ses tarifs douaniers peut-être, parce que là, par contre, il a dégainé encore une fois la sulfateuse, plus 25% de surtaxe pour tout pays qui ferait du business avec l'Iran. Oui, on a bien compris que le prochain pays qui va lâcher le pétrole, c'est eux. Maintenant, je vais vous faire un petit disclaimer. Oui, je sais, je vous sers du Trump à toutes les sauces. Oui, je sais, ça vous gonfle. Oui, je sais, c'est super chiant. Mais je vous jure que moi aussi, j'aimerais autant vous parler d'élevage de lama ou de la reproduction des escargots en Bourgogne. Mais en ce moment, si on veut comprendre comment marche le marché, on est obligé de bouffer du Trump en boucle. Et oui, ça écœure tout le monde. Et je précise que c'est pas du Trump bashing, c'est juste la réalité de ce qui se passe en ce moment. Je peux ouvrir n'importe quel média, il y a Trump partout dans chaque article. Bon, on quitte le cirque américain 5 minutes pour aller voir ce qui se passe un petit peu à l'Est. Là-bas, c'est pas la fête foraine, c'est carrément le 14 juillet et le 1er août réunis. Le Nikkei ne s'est pas contenté de monter, il a littéralement explosé de 3% pour aller chercher un record historique à presque 54 000. Le secret de cette explosion, c'est un cocktail bien frappé, une dose de
rattrapage après un long week-end et une énorme louche de rumeurs politiques. La première ministre Sanae Takaichi veut déclencher des élections anticipées en février pour asseoir sa majorité et son plan derrière ça, inonder l'économie de stimulus budgétaire. Et on sait bien que les investisseurs adorent l'odeur de l'argent public au petit déjeuner. Ça leur fait oublier les tensions avec la Chine et tout le reste de ce qui ne pourrait ne pas aller. À Hong Kong, on surfe toujours sur la vague de l'IA. Le Hang Seng est au plus haut depuis 2 mois. On a même eu une IPO Popcorn Giga Device Semiconductor qui a bondi de 50% dès son premier jour. Et dans le même temps, BYD gagne 3%. Pourquoi ? Parce que l'Europe a décidé de lâcher du lest sur les voitures électriques. Bruxelles propose donc de remplacer les taxes d'importation par un système de prix minimum. Socialement, c'est une main tendue aux Chinois. Économiquement, c'est un énorme doigt d'honneur aux constructeurs allemands qui voient leur protection s'évaporer. Et puis, il y a la nouvelle qui n'a rien à voir avec les tweets de Trump. Je dirais enfin une nouvelle qui n'a rien à voir avec les tweets de Trump. Google a passé la barre des 4 000 milliards de dollars de valorisation. Ils rejoignent Nvidia dans le club des trop gros pour être honnête. Le déclencheur ? C'est un partenariat avec Apple pour intégrer Gemini dans Siri d'ici la fin de l'année. Pour le marché, c'est plus qu'une news, c'est un signal. C'est la preuve qu'Apple a enfin arrêté de bouder dans son coin et prend l'IA très au sérieux. On murmure déjà dans les couloirs de Cupertino que c'est le top départ d'une remontada technologique historique pour Apple. Bien sûr, on peut rêver. Et enfin, direction Shanghai avec Sergio Ermotti, le patron d'UBS, qui a profité d'une interview sur Bloomberg pour faire un strike. D'un côté, il tape sur la Suisse en jugeant les nouvelles exigences de fonds propres excessives. On connaît la musique, c'est la menace classique, laissez-moi tranquille ou je pars m'installer aux USA. Et de l'autre côté, il fait les yeux doux à l'Asie qui pèse déjà 30% de ses profits. Il veut son nouveau banquier privé, il veut des panda bonds et il finira de digérer le Crédit Suisse avec moins de 3000 licenciements à la fin. En gros, le message d'Ermotti à Berne, c'est laissez-moi devenir un géant mondial où je vous laisse tout seul avec vos chocolats. C'est propre, c'est net et c'est du Ermotti tout craché. Pendant que Wall Street finit d'analyser le match de boxe Trump contre la Fed et que tout le monde se demande si les 7000 points sur le S&P c'est pour ce soir ou alors pour demain soir, on a un mardi 13 janvier qui s'annonce plus que chargé et plus chargé qu'un buffet à volonté à Las Vegas. C'est all you can eat aujourd'hui. Aujourd'hui, on essuie les plâtres de la saison des résultats du Q4 2025. C'est le baptême du feu pour JP Morgan, Bank of New York Mellon et Delta Airlines. On va enfin savoir si les profits sont aussi solides que l'ego de certains politiciens ou si on est en train de bâtir un château de cartes sur du sable mouvant. Et comme si ça ne suffisait pas, on attend bien sûr les chiffres du CPI, l'inflation pour les intimes. Le consensus table sur du 2,7% en annualisé. Si ça tombe pile poil, c'est merveilleux. Si ce n'est ne serait-ce qu'un millimètre en dessous, alors là, c'est l'extase totale. Et oui, les 7000 points, ça sera pour ce soir. Le marché semble donc avoir enfin craqué le code Trump. C'est 90% de bruit médiatique, des punchlines qui claquent comme des coups de fouet, mais une base légale qui ressemble plutôt à du gruyère. Qu'il s'agisse de son offensive contre Powell ou de son plafonnement des cartes de crédit, les investisseurs ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Ils ont acheté le dip, ils ont transformé une micro-panique en nouveau record historique. Pendant que Washington s'écharpe dans un nuage de poussière, l'Asie explose avec un Nikkei au sommet et une tech chinoise dopée à l'IA. Entre Google qui franchit les 4000 milliards et l'attente fébrile des chiffres de Dimon chez JP Morgan, Wall Street a choisi son camp, ignorer les vociférations pour se concentrer sur les fondamentaux. Pour une fois. En résumé, les années passent, les présidents changent, mais la stratégie reste la même. Le vacarme de la Maison-Blanche n'est qu'une musique de fond pour une finance qui garde le cap, portée par l'IA, et une résilience qui confine à l'insolence. Nous sommes donc au zénith, tout le monde a le vertige, mais personne ne veut descendre du manège. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et bien sûr de la commenter. Quant à nous, on se retrouve demain pour analyser le CPI et les chiffres de JP Morgan. Et si ça se trouve, on ne parlera même pas de Trump. Je plaisante, bien sûr. Allez, bonne journée. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.